Et c'est avec la majorité qu'on va commencer, c'est-à-dire Monsieur Sélé Kadangila. Il est cadre au sein du parti CNC, Congrès national congolais, chez Rapios Mabilou. Il en est également le porte-parole. Bonsoir et bienvenue, Monsieur Kadangila. Bonsoir, Messieurs les journalistes. C'est toujours un plaisir, un honneur de passer ici, passer dans cette tranche qui est regardée à travers le monde pour dire aux Congolais notre façon de voir les choses quant à la manière dont certaines choses se passent. Et donc notre parti, son leader, Excellence Pius Mwabilu Mbaye Mukala, vous disent merci de cet honneur que vous ne cessez de nous faire à chaque moment que l'actualité l'exige. Voilà, dites bien de ce qui se passe en ce moment parce qu'on a vraiment beaucoup de questions. Exactement. Il se raconte beaucoup de choses dans l'opinion. Et nous, on aimerait avoir votre version pour ne pas rester dans la supposition. Est-ce qu'à l'heure actuelle, l'Union Sacrée qui remplit les stades de martyrs, l'Union Sacrée qui compte plus de 300 partis politiques, si je compte bien, l'Union Sacrée implantée à travers tout le pays est prête à tout. Et dans le sens le plus large possible du terme, prête à tout pour maintenir Félix Tshisekedi au pouvoir. Quand vous dites prête à tout, je pense que ce n'est pas peut-être notre façon de voir les choses. Quand vous dites prête à tout, est-ce que l'Union Sacrée peut être prête à vendre le pays? Absolument pas. L'Union Sacrée n'est pas prête à tout, pourvu que le président Tshisekedi reste au pouvoir, mais l'Union Sacrée a deux partis politiques qui s'organisent pour obtenir le deuxième mandat du président Tshisekedi conformément aux lois de la République, en l'occurrence la loi fondamentale qui est la Constitution. Et pour cela, les partis de l'Union Sacrée se sont mis au travail. Vous vous rappellerez que le CNC, dont je suis porte-parole, le parti du leader majeur, Excellence Pius Mwabilu Mbaye Mukala, était le premier à annoncer son intention de faire du président Tshisekedi son candidat pour les élections de 2023. Vous le présentez leader majeur parce qu'il n'est pas autorité morale, c'est ça? Non, différent. Non, leader majeur, c'est pour les différencier des autres personnes qui se font passer pour autorité morale, pour leader alors qu'ils ne le sont pas. Donc c'est un autre débat. Et donc, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où chacun peut se réveiller le matin, s'autoproclamer leader. Et qu'est-ce qui fait de lui leader majeur? Alors, il est leader majeur parce que, à part le fait qu'il a deux gens dont il est modèle à travers la République, mais il a amené une autre façon de faire la politique, c'est celle de faire la politique pour que la population trouve son compte. Et c'est lui qui travaille pour l'intérêt général. Nous avons pensé l'appeler leader majeur pour les différencier, bien entendu, des leaders qui tournent autour de leurs propres intérêts, laissant la population abandonnée. Je reviendrai sur ce débat-là. Je suis d'accord. Je vous promets que je vais revenir sur ce débat-là. Mais j'aimerais revenir, tout à l'heure, vous avez dit que l'Union Sacrée n'est pas prête à vendre le pays. Non, d'accord. Mais est-ce que l'Union Sacrée est prête à écarter, y compris illégalement, les opposants pour se frayer une place directe, sans obstacle, jusqu'à la Exactement. Je vous ai dit que l'Union Sacrée n'est pas prête à brader la souveraineté nationale, l'indépendance de la République démocratique du Congo, parce que d'ailleurs, nous en sommes trop jaloux, nous sommes très très jaloux de la souveraineté interne nationale, de l'indépendance de la République, et pour cela, nous ne sommes pas prêts à tout. Mais nous sommes prêts à user de toutes les voies légales dans le respect le plus strict de la Constitution pour obtenir le deuxième mandat du président Tshisekedi. C'est comme ça qu'au niveau du CNC, le parti du leader majeur, Excellence Pius Mwabilu Mbaye Mukala, un travail est fait sur terrain. Les équipes ont été déployées à travers la République dans le cadre de la campagne que nous avons lancée, intitulée Fachi 2, pour expliquer à la population congolaise pourquoi nous avons levé l'option de faire de Tshisekedi notre candidat. C'est parce que, pour répondre un peu rapidement, nous avons vu que le travail important qu'il a abattu pendant les quelques 4 années qu'il a passé à la tête du pays est très important et que pour cela, nous devons l'encourager à faire plus parce qu'il a démontré, de par les actes, de par la lutte qu'il mène contre la corruption, de par la gratuité de l'enseignement, de par l'augmentation de notre budget, de par l'ouverture de l'espace politique, de par toutes ces réalisations, que c'est quelqu'un, en tout cas, qui a l'amour pour ce pays et pour Pius Mwabilu, la personne qui a l'amour pour ce pays et qui peut se mettre au service des autres mérite donc notre soutien. Donc nous allons le faire dans le respect des lois. Nous allons expliquer à la population
Ce que Tshisekedi a fait, parce que les bilans, on les dresse dans les temps et dans l'espace, nous dirons ce qu'il trouve. Nous dirons qu'il trouve une constitution, une gratuité de l'éducation garantie, consacrée dans notre constitution, mais qui n'avait jamais été matérialisée. Il la matérialise. Il trouve toutes les entreprises par terre. Il les ressuscite en quelque sorte. Presque toutes les entreprises. Vous avez des exemples? Non, mais écoute, quand il arrive, la GECAMIN... Parce que la GECAMIN aujourd'hui est réveillée. Est-ce que je peux y aller? Vous avez posé la question, laissez-moi y aller alors. Oui. Quand il arrive, la GECAMIN est par terre. Par terre non seulement parce que les travailleurs ont des arriérés des salaires, mais parce qu'il n'y a même pas d'outils de production. Quand il arrive, Transco est par terre. Non, pour GECAMIN. Sinon, je vais oublier. Allez-y. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Non, mais quand il a trouvé la situation actuelle des GECAMIN, c'est quoi? La situation actuelle, c'est qu'il fallait commencer par le commencement. Parce qu'il y avait à la fois les arriérés et le manque d'outils. Il fallait acheter l'outil de production, l'outil qui va faire en sorte que la production puisse avoir lieu, et de la production, on pouvait trouver solution au problème des arriérés. C'est en train d'être fait. En tout cas, la grande partie a été faite. Quand il arrive, la situation est la même pour les Transco. Créé avec 500 bus en 2013, Transco n'en avait que 60. À part le manque de l'outil de production, il y avait les arriérés. Et donc, il fallait acheter l'outil de production. On a acheté les bus qui sont arrivés ici, qui ont commencé la production, ce qui a amené à payer les arriérés des salaires. Mais ça, ce n'est pas la continuité de l'État, normal. Bien sûr, mais si ça s'appelle continuité de l'État... Vu que la compagnie est déjà là, une chose... Il faut faire l'entretien, il faut racheter les bus ne sont pas éternels, ce sont des œuvres humaines. Mais c'est comme ça que ça va s'abîmer, on va racheter. Mais si ceux qui étaient là n'ont pas pensé faire l'entretien, jusqu'au point d'amener de 500 bus à 60 bus, tu vas accepter avec moi que cet établissement était par terre. Et donc, il a fallu qu'il vienne pour qu'il puisse ressusciter cela. Je ne vais pas parler de l'Amiba, je ne veux pas parler de l'Onatra. Les exemples sont légion. Et donc, c'est grâce à lui... Quand vous dites que vous ne voulez pas parler, moi, je suis un peu curieux. C'est grâce à lui, en tout cas, que toutes ces entreprises sont debout. Bon, et si vous avez tous ces arguments, exactement. Pourquoi envoyer des opposants en prison? Pourquoi empêcher aux opposants de marcher, de se rassembler, de faire des meetings? Vous m'avez interrompu parce que vous réalisez sans suite que les bilans de Tshisekedi est tellement positif. Oui, justement. Je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Maintenant, pourquoi l'opposition? Quelqu'un qui a fait un travail aussi bon comme celui-là, quelqu'un qui a la population, tout à l'heure dans votre introduction, vous avez fait allusion à l'organisation de l'Union sacrée qui est, selon vos propres dires, implantée sur l'ensemble du territoire national. C'est une grande machine, comme le FCC à l'époque. Nous avons démontré de quoi on était capable lors de la sortie officielle de cette plateforme. C'est dire qu'aujourd'hui, l'Union sacrée n'a aucun intérêt à empêcher qui que ce soit. Absolument pas. Mais il y a plutôt les gens qui, conscients d'avoir pillé la République, conscients d'avoir laissé le peuple dans les trous les plus profonds, conscients d'avoir volé l'avenir de tout un peuple, savent pertinemment bien qu'à une élection crédible, transparente, face à Tshisekedi, ils ne peuvent pas faire face. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se victimiser, il faut verser dans le mensonge, il faut créer des choses qui n'existent que dans l'air imaginaire. L'objectif, c'est d'amener quelques personnes à penser à eux ou à parler d'eux. Malheureusement, ces méthodes étant improductives, ils n'ont pas d'autre choix aujourd'hui que de procéder par des discours de la haine tribale. Vous avez vu un communicateur officiel de M. Katumbi, de surcroît un député, vous dire sur un plateau de télévision, faire pratiquement la promotion du tribalisme. Vous promettre les morts, il y aura des morts, Bibembe Kolala, et vous réaliserez que c'est des gens qui n'ont plus de choix. On a également vu les secrétaires généraux du parti présidentiel danser sur cette même chanson. Non, il n'a pas exhibé... Est-ce que c'est la faute de tous les politiques finalement? Non. Je vais vous dire quelque chose. J'ai vu les gens vouloir faire de l'amalgame autour de ce dossier. Monsieur Christopher, cette question est très importante. Et je me dis que face à cette question, si nous aimons ce pays, il ne doit pas y avoir majorité ou opposition. J'aurais voulu qu'après ces propos irresponsables, que le parti de M. Katumbi condamne
ou ouvre, je ne sais pas, une action disciplinaire contre l'auteur de ces propos. Vous avez vu un silence des cimetières, ça veut dire que c'est des propos qui ont été discutés et qui ont engagé le parti politique. Alors, par contre, je ne veux pas qu'on dise que le secrétaire général de l'UDPS a exhibé le même pas de danse quant à la question. Mais j'ai vu ou suivi quelqu'un qui s'interrogeait à haute voix parce qu'il ne comprenait pas. Est-ce que on peut mettre l'extrait? Exactement. On peut mettre l'extrait, vous allez me dire si c'est une affirmation ou interrogation. Il réfléchit. On peut mettre l'extrait, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai suivi quelqu'un qui réfléchissait à haute voix et qui s'interrogeait en même temps, qui regarde les bilans, le travail important qui a été abattu par le président Tshisekedi et qui dit, mais de par ces discours-là, c'est que le combat que l'on mène contre Tshisekedi, ce n'est pas parce qu'il a mal géré le pays. C'est différent. C'est seulement parce qu'effectivement, les gens qui veulent remplacer Tshisekedi n'ont trouvé bon que d'agiter cette fibre tribale. Et donc, moi, je pense que les propos de M. Kabouya ont été sortis de leur contexte. C'est quelqu'un qui réfléchissait à haute voix, qui s'interrogeait, qui cherchait à comprendre mais pourquoi cet acharnement. Et au regard des propos qui sont tenus par ceux qui pensent vouloir remplacer Tshisekedi, il a pensé effectivement que c'est ça le combat. Et donc, je suis sûr et certain que ces propos ont été sortis de leur contexte. Maintenant, pour ce qui est de l'Union sacrée, je vous disais tout à l'heure que nous, au niveau du CNC, par exemple, nous sommes un parti républicain, nous prônons les valeurs démocratiques, nous avons constaté que le jeu démocratique, le processus électoral est grandement ouvert, bien, il revient à chacun d'y participer ou pas. Mais ceux qui n'ont pas de recettes politiques à proposer à notre peuple après l'avoir jeté dans les trous ont seulement peur d'affronter le peuple. Ils ont seulement peur de la sanction que le peuple peut leur réserver. Hein, c'est comme ça qu'ils vont agiter la fibre tribale, ils vont verser dans les insultes, ils sont allés très loin jusqu'à dire qu'ils sont à mesure de s'introduire dans les maisons des gens, les tuer à l'aide des couteaux, ainsi de suite. Je ne vais pas faire la promotion de ce on ne voudrait pas revenir là-dessus. Exactement. Et donc, bref, vous verrez que si, de l'autre côté, nous sommes sereins, nous sommes calmes, nous sommes sûrs de notre victoire, en face, c'est des gens qui n'ont rien à proposer à la population, qui ont versé dans les tribalismes, pensant se refaire d'une certaine manière. Je poserai les mêmes questions à celui qui va succéder, qui va vous succéder sur ce fauteuil, mais je ne peux pas vous laisser partir sans parler du leader majeur. Exactement. Que vous avez présenté tout à l'heure. À chaque fois, c'est je suis très content que même les journalistes s'habituent avec cette non, mais ce n'est pas que j'affirme, parce que non, vous n'affirmez pas. Vous avez avancé vos propos. Exactement. Je vais peut-être réfléchir là-dessus, mais ma question, c'est qu'à chaque fois que je tombe sur le nom du leader majeur, du ministre d'État, Pius Mwabilou, dans les médias, en tout cas 80% c'est sur des scandales au niveau foncier. Telle spoliation, tel est en train de se plaindre, ceci, cela. La dernière en date, j'ai lu il y a encore quelques heures un article sur le site de M. Olenga, de M. Chibangu, je crois, qui est en train de se plaindre de spoliation quelque part ici à Gombe. Que fait réellement les leaders majeurs justement à ce poste? Comment un leader majeur peut se retrouver dans autant de situations délicates? Vous dites que la plupart des cas, ce sont des scandales. Moi, je dis que c'est faux. Dans la plupart des cas, c'est la population qui appuie, qui les soutient, qui accompagne le travail qu'il fait parce qu'il les fait, bien évidemment, pour que la population trouve son compte. Ce n'est pas pour rien que, à la suite de la campagne de lutte contre la spoliation qu'il mène sous le leadership du président Tshisekedi, la population l'a même surnommé Igef Yabanda Koyaleta. Ça, c'est à Mwamba. Qu'est-ce qui se passe? Dans sa base électorale, les leaders majeurs est un modèle. On peut poser des questions, on peut s'improviser dans la rue. Moi, je vous demande. Est-ce que les Kinois ont d'abord bien cette notion d'urbanisme et habitat? Il y a beaucoup de Kinois qui savent ça, c'est quoi? Vous savez, monsieur le journaliste, vous faites bien de poser ces questions, mais laissez-moi un peu de temps parce que je dois éclairer exactement la lanterne de ce qui nous suivent. Lorsque Pius Mwabilou est nommé à la tête de l'urbanisme habitat, je rappelle que ce secteur en RDC fonctionnait sur base d'un décret signé par le gouverneur général depuis 1957. Depuis lors, il n'y a pas eu un instrument juridique qui encadrait le secteur. Conséquence,
il y a eu beaucoup d'abus. Construction anarchique, spoliation et tout ce qui va avec. Lorsque le président Tshisekedi fait de lui le ministre de l'Urbanisme et Habitat, il dit que les désordres règnent exactement. Et que pour mettre fin au désordre, il faut aller vers les réformes courageuses. Il va initier un code portant urbanisme et construction qui n'attend plus que l'atelier de sa validation. Mais à côté, il va créer un établissement public qu'on appelle guichet unique pour la délivrance des permis de construire. Parce que tout ce qu'on décrit à Kinshasa, c'est parce que notamment les permis de construire pouvaient s'octroyer n'importe où et par n'importe qui. Et donc c'est une réforme importante, d'abord, qui va créer ou qui crée des milliers d'emplois pour nos compatriotes à travers la République, mais qui va solutionner ce problème-là. Il y a eu dans les temps les établissements qui ont construit dans ce pays, l'Office national du logement sous le président Mobutu, les crédits fonciers, tous ces établissements étaient morts. Il a fallu qu'ils se souviennent, sous le leadership du président Tshisekedi, pour créer un établissement qu'on appelle FONAB, Fonds national de l'habitat, qui est une banque qui va collecter les fonds, et à côté, un établissement qu'on appelle ACOPRIM, qui va construire les logements abordables. Mais à côté, l'État a ses maisons. Ces maisons qui peuvent être occupées à des titres. 1, à titre locatif. 2, à titre de fonction. Il s'est fait malheureusement que certains compatriotes ayant occupé ces maisons, soit à titre de fonction ou à titre locatif, se sont organisés pour déposséder l'État congolais de ses biens immobiliers en se fabriquant des faux jugements, en se fabriquant des faux documents, dans l'objectif d'appauvrir davantage la population congolaise. Mais lors de la campagne électorale, le président Tshisekedi, parmi ses promesses phares électorales faites à la nation, il promet de lutter contre la spoliation. C'est ce combat que mène Pius Mwabilou, sans tenir compte des tribus, de rangs, ainsi de suite. Lorsqu'il commence cette campagne, les gens ont donné l'impression qu'il ne s'occupait que de certains citoyens ayant travaillé avec le président Kabila. Ça s'est dit dans l'opinion. Mais aujourd'hui, la population, les gens réalisent que c'était un combat mené pour que la population congolaise gagne sans tenir compte de rangs, de Qu'est-ce qui leur a fait changer la vie? Quel effet leur a fait changer la vie? Non, mais le fait, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les noms connus qui sont délogés administrativement lorsqu'il y a des cas avérés de spoliation. Et je vous rappelle, toutes les maisons dont il est question, vous avez tout à l'heure évoqué la maison située au numéro 40 de l'avenue de la Gombe, dans la commune qui porte le même nom, la maison qui a été occupée illégalement par ces citoyens-là, qui est un spoliateur d'ailleurs. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il s'est dit juriste, avocat, je ne sais pas si les droits, je ne sais pas s'il a appris dans quelle école, les droits qu'il lui a appris, fait d'un certificat d'enregistrement un acte translatif d'un bien immobilier de l'État. Parce que quand vous prenez tous les actes ayant fait l'inventaire du patrimoine immobilier privé de l'État, cette maison est reprise. Vous pouvez prendre l'arrêté de Joseph Kokonyangi. Vous prenez l'arrêté de 2013 avec Fridolin Kassuchi. Vous prenez l'arrêté d'Omer. La maison est bel et bien reprise comme faisant partie du patrimoine privé immobilier de l'État. Alors, les citoyens, parce que amis d'un monsieur dont j'étais le nom ici, qui est d'ailleurs arrêté, il va user de ce qu'il pensait être malignité pour déposséder l'État congolais de cette maison-là. La maison appartient bel et bien à l'État et il dit détenir un certificat d'enregistrement qui daterait de 30 ans, alors qu'en 2007, il y a un citoyen qui louait, qui a vécu dans cette maison-là, qui avait signé en bonne et due forme un contrat de bail avec l'État. Et donc, vous réaliserez que si vous l'invitez sur ce plateau et que vous lui dites, que vous lui demandez de vous brandir la preuve que tous les locataires qui ont occupé cette maison, versé l'argent chez lui, il ne vous brandira pas une seule preuve. Donc, il s'agit d'un autre cas de spoliation qu'il faut mettre à l'actif du ministre Pius Mwabilou, qui est plus qu'engagé à remettre l'État dans ses droits. Et une pression que je vais donner, c'est que
et que toutes les maisons qui sont reprises, de toutes les façons, elles ne sont même pas reprises parce qu'elles appartiennent bel et bien à l'État. Mais le ministre Pius Mabilou réalise tout simplement un exploit et ce combat, je pense qu'il mérite les soutiens de tout le monde. C'est ce qui a même conduit à l'augmentation des recettes des assignations donc au ministère de l'Urbanisme et l'Habitat. Et donc, la lutte contre la spoliation, le cas de Chibango sur Gombe 40, vous avez peut-être oublié d'épingler un autre cas sur Mweneditsu numéro 8. Toutes ces maisons font partie du patrimoine immobilier privé de l'État. IGF de maison de l'État. IGF, Yabandako y a l'État, il est à l'œuvre. C'est comme ça. Les soucis, c'est que les Congolais doivent profiter de leurs biens immobiliers. Parce que je vais rappeler par là, c'est très important. J'ai dit tout à l'heure que les certificats d'enregistrement ne constituent pas un acte translatif d'un bien immobilier de l'État. Mais je vais dire aux avocats de M. Chibango qui me suivent qu'ils doivent encore relire leur note de droit. Il y a 3 démarches qu'il faut... Rapidement, parce qu'on a un autre invité. Il y a 3 démarches importantes pour prétendre devenir propriétaire d'un bien immobilier de l'État. La première démarche, c'est l'autorisation expresse du président de la République. Monsieur Otchoukoum, si vous voulez acheter une maison de l'État, cette maison appartient à la nation et la nation est incarnée par le président de la République. Il faut que la nation consente et la nation consent par son chef de l'État qui donne une instruction au ministre national de l'Urbanisme et Habitat. Et quand le ministre a reçu cette instruction écrite du président de la République, il prend des actes. Des actes réglementaires. Le premier acte, c'est l'arrêté portant désaffectation de la maison. Ça veut dire, le ministre enlève la maison du parc immobilier privé de l'État pour la mettre dans un autre domaine. Et ensuite vient l'arrêté d'attribution. Ça veut dire l'instruction du président de la République, l'instruction écrite, on enlève, on désaffecte la maison, on l'enlève du parc immobilier privé de l'État et ensuite on attribue, pour telle autre raison, la maison est attribuée à tel monsieur. S'il n'y a pas ces 3 documents, tout certificat d'enregistrement est un acte, est synonyme d'expoliation. Merci, merci Séné Kalangila. On va aborder ça prochainement parce que je suis dispo. Oui, vous étiez venu pour l'Union Sacrée à la base, je signale. Je vous ai juste un tout petit peu provoqué sur les leaders majeurs et vous êtes défendu, je vois, très convenablement. On va passer à l'opposition. On va recevoir M. Faustin Chimanga de LGD. J'ai étudié avec lui à l'IFASIC. Ça c'est... On a fait tous malheureusement, ça n'était pas un débat. Sinon, ça allait être encore plus intéressant. On va avoir Faustin Chimanga juste là tout de suite. Merci.